La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui permettent de traiter leurs dossiers. Je vois M. Emmanuel Macron plein d'empathie tout à coup parce qu'il trouve ça vraiment horrible, ce qui peut se passer en Libye. Moi, je pense à un jeune homme que j'ai accueilli à la maison, qui est 5 jours en fait, qui est passé par la Libye, qui a été mis en esclavage pendant 8 mois. Ensuite, qui est arrivé en Italie, qui a eu ses empreintes prises de force, parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. On prend les empreintes de force pour pouvoir l'empêcher de faire une demande d'asile ensuite. Il arrive en France, on lui dit « Ah bah désolé, on ne peut pas prendre votre demande d'asile, vous avez eu vos empreintes de force en Italie ». Il reste là, il est à la rue, et à la rue, tous les matins, à 5h ou 6h du mat', il y a des hommes qui se font gazer, matraquer et chasser partout dans Paris. C'est la réalité, c'est comme ça, et c'est tous les jours, et c'est tous les matins. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée par M. Macron. Parce que M. Macron, quand il dit « je ne veux personne à la rue », en fait, il faut entendre « je ne veux voir personne à la rue ». Et pour qu'on puisse voir personne à la rue, il faut des CRS qui chassent tout le monde et qui les traquent pour qu'on ne puisse voir personne à la rue. Donc ces gars-là, ils sont dans des parkings, ils sont cachés partout. Il y a des mineurs. C'est une chasse sans fin et il y a des moyens énormes pour ça. Cette politique-là de répression et de chasse, elle coûte une fortune. Une fortune. Moi, j'ai vu des camions de CRS entiers regarder des gars pacifiques sur des cartons et tous les matins, ils lacèrent les tentes. Ils jettent les couvertures. C'est comme ça à Calais aussi. On interdit aux associations humanitaires, aux bénévoles, parce que les associations mandatées par l'État ne sont pas là, de distribuer la nourriture. C'est pour ça que je ne donne pas mon nom de famille aussi, parce qu'on est chassés, nous aussi, il y a un délit de solidarité. C'est ça la réalité. Donc quand j'entends M. Macron, d'un coup plein d'empathie pour ceux qui sont passés en Libye, mais qui en même temps ordonnent de les chasser à Paris et partout en France, je ris. Bonjour Patrick Veil. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On a voulu vous inviter pour parler de cette loi qui doit arriver dans les mois qui viennent, loi au début de l'année, loi sur l'immigration. Une concertation doit démarrer au début 2018, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Loi sur l'immigration, c'est votre sujet de recherche depuis plus de 30 ans. Nouvelle loi attendue au printemps, loi qui repose sur 3 ou 4 piliers. Limiter les arrivées, accélérer les procédures, renvoyer plus de déboutés et mieux accueillir les réfugiés au final. Est-ce que ce projet vous semble équilibré ? Écoutez, je verrai. On verra tout vous aussi. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une circulaire qui permet d'aller contrôler et peut-être de faire partir des gens qui sont dans des centres d'accueil pour personnes qui n'ont plus de quoi se loger. C'est la circulaire qui a été prise par le ministre de l'Intérieur le 12 décembre dernier qui permet aux agents des préfectures d'aller vérifier quelle est la situation des personnes qui sont hébergées dans les centres d'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là. Nous avons un principe républicain qui nous vient peut-être des des traditions chrétiennes, si vous voulez, que un enfant, on ne lui demande pas ses papiers quand on l'accueille à l'école. Un malade, on ne lui demande pas ses papiers quand il a besoin d'être soigné à l'entrée de l'hôpital. Et quelqu'un qui n'a pas de quoi se loger, on ne lui demande pas ses papiers à l'entrée d'un centre d'hébergement d'urgence. Eh bien, M. Macron et M. Collomb ont violé ce principe, ont donné des ordres pour que ce soit fait ainsi, et ça, c'est voilà ce que je constate et ce que nous constatons tous. Donc après, attendons de voir le projet. S'il s'inscrit dans cette lignée, eh bien, ça sera une régression dramatique. Alors on sait que les associations dénoncent régulièrement, ont dénoncé ces dernières semaines cette circulaire. Elles dénoncent régulièrement le comportement des policiers qu'elles accusent de voler, entre guillemets, les duvets des migrants, de lacérer leurs tentes, de les harceler en quelque sorte. À votre connaissance, ce sont effectivement les consignes qui sont passées aujourd'hui aux forces de l'ordre ? Écoutez, le gouvernement a été condamné d'abord par le tribunal administratif de Lille, ensuite par le Conseil d'État, parce que on mettait des gaz lacrymogènes dans les sacs de couchage, dans les nourritures, que la Croix-Rouge, que le Secours catholique, que des associations humanitaires qui ne sont pas d'extrême gauche,
donnait à des personnes qui ont besoin de manger, de se laver, de se nourrir, après de Calais ou bien dans les Alpes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'indignité en cette période de fête ou non, en notre nom, ce qu'a fait le gouvernement? Il a été condamné par le Conseil d'État, il a été obligé de rétablir de l'eau. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'eau à 60 cm du sol. Vous avez déjà essayé de boire à 60 cm du sol et encore que 7 heures par jour. Voilà. Manuel Valls disait récemment qu'il y avait une certaine continuité entre ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, ce qu'il avait fait lui, Manuel Valls, et ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, il y a une continuité ou est-ce que ça va encore plus loin que ce qui a été fait? Ça va encore plus loin. Heureusement, parfois Manuel Valls était contrôlé par une autorité au-dessus de lui. Et là, il semble que M. Collomb est couvert par l'autorité qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire Emmanuel Macron. Voilà. C'est-à-dire que je dirais que M. Macron, c'est l'inverse de M. Sarkozy. C'est-à-dire? M. Sarkozy était violent verbalement, mais sur le terrain, il était pragmatique. M. Macron est doucereux verbalement, et sur le terrain, c'est la dague. Il est un peu comme un chasseur à courre qui ferait des messages le soir d'amour pour les animaux. Bon, ils ont rien en fin de compte. Et il ne faut pas oublier que tous ces migrants, ils partent tellement que les affaires, on les laisse, on les récupère après, et ainsi de suite. Ils ont très très peu d'affaires perso. En fait, ils ont très peu de souvenirs. Parce qu'ils sont sans arrêt poussés plus loin, poussés plus loin, poussés plus loin. Donc là, les 2 mois qu'ils ont fait, en fait, ce sont des vacances. Il y a beaucoup de destruction aussi, je crois. Ah ben les flics se chargent des destructions, oui. Moi j'ai assisté, déjà j'étais au démantèlement de Calais, donc j'ai vu les 2 démantèlements. J'étais aussi quand Grande-Sainte a brûlé, j'y étais le lendemain. Ça a bien brûlé, ça a aidé, ça a aidé beaucoup de personnes quand même de brûler. Et sur Paris c'est l'horreur. L'horreur sur Paris, à la Chapelle, c'est l'horreur. My name is Abdelrashid Salama. I name Ashif Khan. Je m'appelle Juma Khan. Bon, moi c'est Zoumana. Bon, je suis nationalité malien. Moi je suis guinéen, Alpha Amadou. Je suis de Guinée-Conakry, Ibrahim. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des touristes. Nous, on n'est pas comme ça. C'est notre vie qui a compliqué d'arriver, de prendre risque, venir dans le désert et le Méditerranée jusqu'en Europe. C'est un grand risque. Jodi bani jodi ke torka jalpa puri ke jodi bani jodi ke torka jalpa puri ke jodi bani jodi ke torka jalpa puri ke शाइस्ता चीज़ान तैयार की बानी जुड़ी की जुड़ी 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 गिल्ले नूरी की नूरी नूरी बानी जुड़ी की शाइस्ता चीज़ान तैयार की बानी जुड़ी की जुड़ी 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 गिल्ले नूरी की गठपुर सरद मैदान पाइके तावांदी आबे तजरिबे आशनाई द बदन स्वांदी गठपुर सरद मैदान पाइके तावांदी आबे तजरिबे आशनाई द बदन स्वांदी swala badi kor pa jang akhtaurur jala kawi lurumur zalim pirandi agata per sarda maidan paketawandi abi tajribi ashnai da badan swandi دواتي دخليه باس کوي دریم نکان جنگوي خپل ساتيري جوړوي څنګه انسان دی اګټه پر سر د میدان پکې تاوان دی ابي تجربه آشنايي د بدن سوان دی Je m'appelle Kevin Emmerich et je vis à Rouen depuis 5 ans maintenant. Je travaille dans le milieu culturel et là, je suis au titre de bénévole et citoyen dans ce collectif de solidarité. Voilà, collectif Solidarité HDR qui s'est créé le 19 juillet. Alors, je peux te retracer tout ce qui s'est passé. En gros, le 13 juin 2017, il y a eu pour la première fois à Rouen
un groupe de demandeurs d'asile qui s'est regroupé. Donc ils étaient tous en bas du boulevard des Belges et ils étaient en attente de leur rendez-vous préfecture, donc qui arrivait dans 4 ou 5 mois pour tout le monde. Et en attendant, donc ils ont, pendant ce temps-là, aucun droit ne leur est ouvert. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas leur allocation de demandeurs d'asile et qu'ils n'avaient pas d'accès au logement. Donc moi j'ai rencontré ce groupe-là, j'ai fait une publication sur la page des Amigrants, qui est un autre collectif d'aide aux migrants sur Rouen. Et j'ai eu Zora qui a répondu à ça et donc qui est venu. 2 jours plus tard, les gars ont été expulsés du boulevard des Belges. Nous sommes allés ensuite sur l'île Lacroix, un peu derrière, on s'est dit que ça pouvait être tranquille. Ils y ont passé la nuit. Le lendemain, nouvelle expulsion, cette fois-ci avec les chiens, gazeuses et tout, mais voilà. On nous a accompagnés en dehors de l'île Lacroix, et à partir de là, donc on s'est installé sous le pont Corneille, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a 50 personnes, on est sous un pont, on avait contacté toutes les assos humanitaires et tout pour trouver une solution, mais il n'y avait aucune solution possible. On était le vendredi soir, donc là on a demandé à la mairie, donc tout de suite on a été en lien avec le cabinet du maire, si on pouvait s'installer sur la plaine de la Hêtrée sur les Hauts-de-Rouen, en leur demandant qu'ils essaient de faire un peu pression au niveau de la police pour pas qu'on soit expulsé pendant le week-end. Parce que nous on n'allait pas pouvoir arranger la situation sur le week-end. Donc on s'est installé là-bas, et à partir du moment où on s'est installé sur la plaine de la Hêtrée, là il y a les gens qui vivent sur l'Hauts-de-Rouen qui ont commencé à venir, à apporter des dons alimentaires, à venir discuter avec les gars pour comprendre ce qui se passait, quelle était la situation. Et ensuite, donc, il y a des jeunes du quartier qui ont acheté des tentes, etc. On a été expulsés de la plaine de la Hêtrée. Ensuite, on est allé à la plaine de l'Aigle, aussi sur les Hauts-de-Rouen, à côté de la mosquée. C'était la période du Ramadan, donc on a pu avoir pas mal de dons. Les gars pouvaient aussi aller à la mosquée manger le soir. Et à partir de là, les habitants du quartier se sont montés en collectif. Donc on a fait une demande auprès de la ville pour avoir cet espace, donc la salle des familles et la cuisine du centre Malraux pour faire des repas pour les gens. Et avec l'accord des élus de la ville, on a été dans le gymnase Giraudoux qui est juste en face du centre Malraux. On est resté dans le gymnase jusque la mi-août, et ensuite donc procédure d'expulsion au tribunal administratif et promesse de la préfecture en fait de trouver des logements pour les personnes qui avaient leur attestation de demande d'asile. Donc nous, tout le monde ne s'est pas présenté, mais on a eu 16 qui ont pu avoir des accès à des logements. Il y en a eu 5 qui ont été mis dans un camp de conteneurs sur Caen, donc qui ont refusé l'hébergement et qui sont revenus ici. Et maintenant, nous avons signé une convention avec la ville où on occupe un autre lieu pendant 2 mois, jusqu'à temps que la situation là, de ceux qu'on accueille soit améliorée, quoi, parce que là on arrive sur l'hiver, il commence à pleuvoir et tout, et on ne peut pas remettre ces 35 personnes à la rue comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est un accueil de nuit dans ce nouveau lieu, avec à chaque fois 2 bénévoles par nuit pour assurer la sécurité des personnes, et un accueil de jour qui se déroule au centre Malraux de 10h à 20h avec différentes choses mises en place. Là, ce qui se passe maintenant sur Malraux, il y a un repas chaud par jour qui est préparé en cuisine, avec aussi un accueil pour le petit déjeuner et les restes pour le midi. On est un accueil entre 50 et 60 personnes en accueil de jour sur Malraux. Donc que ce soit des demandeurs d'asile ou des personnes déjà réfugiées avec ou sans appartement. Parce qu'on en a eu donc dans le processus qui ont eu accès à des appartements, mais qui reviennent quand même sur Malraux. Et voilà, c'est devenu un peu une grande famille avec les habitants de ce quartier. Et même maintenant c'est assez élargi. On a des gens qui viennent d'ailleurs dans l'agglomération, qui viennent aussi filer la patte comme bénévoles. Donc il y a l'alimentation qui est hyper importante. La nuit, il y a tout ce qui est accompagnement administratif
juridique, donc nous avec le cabinet Eden qui suit le collectif depuis le début et qui nous a aidés dans tout ce qui est procédure d'obligation de quitter le territoire, procédure de personnes dublinées et tout. Et donc on continue avec eux sur les personnes. Il y a l'accompagnement administratif, donc les rendez-vous frontières d'asile, préfecture, etc. Surtout beaucoup ne parlent pas français, donc ne comprennent pas forcément les rouages administratifs. Et nous au final, les bénévoles, on n'était pas forcément au fait de tout ça, mais on s'est un peu formé sur le terrain au fur et à mesure. Et maintenant, voilà, on a compris ce qu'est la demande d'asile et quels sont les droits des gens. Et là, ce qu'on veut ici dans ce collectif, c'est juste que les droits des personnes soient respectés. Parce que normalement, en France, ton enregistrement comme demandeur d'asile, ça doit se faire sous 3 à 10 jours en cas de forte influence. Sauf que là, on est sur des délais de 5 mois, quoi. Donc c'est juste pas normal et qu'il n'y a même pas d'accès au logement. Enfin, après, la police est tolérante parce que donc ils ont un document avec rendez-vous préfecture quand Français d'asile leur en a donné un. Donc avec ça, la police sait que voilà, ils sont dans l'attente d'un rendez-vous, mais ils risquent quand même de se faire expulser. On en a eu qui se sont fait expulser. Et où des personnes qui ont eu des OQTF ou des interdictions, des réadmissions et tout, mais qui au final n'avaient pas demandé l'asile. Donc le tribunal administratif a fait sauter cela en disant que non, on ne peut pas les obliger à quitter le territoire français tant qu'ils n'ont même pas pu enregistrer leur demande d'asile. C'est pas une procédure légale. Donc ce qu'il y a aussi sur le centre Malraux, il y a des cours de français qui sont donnés pour l'intégration, qui sont presque tous les 2 jours. Après il y a l'accompagnement dans la santé, ils ont souvent des problèmes de santé et des traumatismes où il y a quand même besoin d'avoir un suivi psychologique avec eux individuellement. Il y a aussi des personnes qui viennent et qui disent moi j'ai envie d'aller à la mer une journée avec certains d'entre eux. Et la ville de Rouen est plutôt nous, pour le coup, est vraiment aidante sur ça. Donc, on a eu cette convention. Ils sont vraiment dans une démarche où on est en dialogue constant avec eux sur la situation des gars. Et ils nous aident aussi. Enfin, par exemple, hier, ils nous ont filé 40 places de cirque. Et voilà. Et c'est, en fait, là, Malraux, cette salle des familles, c'est vraiment devenu un lieu de vie où demandeurs d'asile, habitants, toutes les personnes se rencontrent et essaient ensemble d'arranger la situation. Sauf que c'est une situation qui va aller en augmentant dans les années à venir. Les conflits dans les pays d'Afrique ne vont pas aller en diminuant. Ça, couplé au réchauffement climatique, ça augmente de plus en plus les personnes qui migrent. Mais en France et en Europe, on n'est pas du tout très accueillant pour les personnes. Il y en a qui ont été refusés dans je sais pas combien de pays. Il y en a qui errent depuis des années et des années en Europe sans pouvoir être réfugiés ou pas, donc qui n'ont même pas de droit d'ouvert. Et c'est une situation qui est juste affolante, au niveau humain, de se dire, je sais pas, on peut pas laisser des personnes comme ça sans droit à la rue et ne même pas respecter leurs droits d'asile. Ouais, c'est ça, en tant qu'humain, on peut pas tolérer ça, quoi. C'est juste un truc qui me révolte, et quand on essaie de faire les trucs très progressivement, tu vois, on n'a pas voulu être sur des grosses manifs, sur des trucs où ils auraient pu risquer de se faire arrêter. Tout ça, on a essayé de faire les choses de manière légale, en saisissant et le tribunal administratif et les pouvoirs publics, donc que ce soit la ville, la préfecture, les députés, tout ça, pour trouver une solution et pour comprendre la situation. Et progressivement, ça avance, sauf que il n'y a pas toujours au niveau de la préfecture de paroles tenues et de comportements cohérents et humains. Mais j'ai l'impression que l'aspect humain est un peu retiré de ça. On est juste sur l'administratif pur avec des numéros de dossier migrants. Sauf qu'en fait, c'est des personnes et avec des vies, avec
différentes choses. Et quand on voit ce qui se passe et à Calais et à La Chapelle, à Paris, enfin, c'est juste, c'est des conditions qui sont juste inhumaines et on continue de parquer les gens, de les expulser. Enfin, quand même ce qui se passe à Calais ou à Paris, c'est de la folie, quoi. Enfin, les gens sont gazés, l'interdiction de s'asseoir par terre, les assos n'ont pas le droit de donner de l'eau. Nous, à Rouen, ça va. Enfin, on a la chance que le dialogue se soit fait calmement au niveau de la mairie, qui a fait pression et donc qui est allé contre la préfecture pour nous permettre d'avoir ces deux accueils-là. Donc c'est un engagement de la ville de Rouen qui, par motion du conseil municipal, avait déjà réaffirmé que c'était une ville d'accueil. Et là, nous, on avait besoin que la ville montre vraiment que c'était une ville d'accueil pour les réfugiés. Et donc, ce qu'elle fait progressivement en essayant de co-construire avec nous des solutions pour que les droits de chacun soient respectés, quoi, et que les gens ne se retrouvent pas dans des conditions insalubres, à la rue. Et même, tu vois, même ce qui est au niveau de la ville, du maire et du cabinet du maire, même si, tu vois, là on est sur un autre rapport, je pense, aux politiques. C'est pas, même si on n'est pas en accord avec les idées en général ou quoi. Là, c'est autre chose. Là, on est sur un problème humanitaire où il y a les vies de personnes qui sont en jeu. On peut pas, tu vois, même si moi je peux ne pas être d'accord sur des trucs ou quoi avec la municipalité et tout. Là, on est sur un autre rapport où on doit faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour ces personnes et que leurs droits soient respectés, au-delà de nos convictions politiques diverses et variées. Tu vois, j'ai rencontré d'autres collectifs, d'autres assos dans d'autres villes pour lesquels c'est pas facile, tu vois, de lutter. En fait, le gros problème en France, c'est qu'on a un seul centre d'accueil d'urgence qui est à Paris. Sauf que c'est pas du tout adapté. Enfin, on peut pas prendre tout. Ouais. Et donc les gens on arrive à dormir dans la rue dans des conditions affreuses, sans être alimentés, tout ça, pour être expulsés, pour pouvoir être parqués dans des gymnases et espérer avoir une place en CAO ou en CADA, qui sont des types d'hébergement. Tu te dis, mais comment on en arrive ici? Un CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation. Alors les CAO, ça a été construit après le démantèlement de Calais. Normalement, c'était des choses provisoires. Et normalement, c'était les personnes qui voulaient passer en Angleterre et tout. Donc c'était après le démantèlement de Calais. Normalement, des dispositifs provisoires, sauf qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et qu'il y a des personnes qui ont été mises en CAO, qui le sont toujours. Et il y a certains CAO qui sont au niveau humain, juste pas top du tout, quoi, dans des conditions de salubrité et des conditions humaines qui sont pas normales. Moi, j'ai des gars là, qui sont revenus de CAO ou quoi, qui me disent, mais on est dans le pays des droits de l'homme et au final, c'est un des pays où on est le moins bien reçu en Europe, quoi. Puis il y a une autre problématique. On a signé une convention entre les pays européens, donc la convention Dublin, là on est à la convention Dublin 3, qui est un des articles de la convention, ça dit où tu as déposé tes empreintes, c'est le pays où tu dois demander l'asile. Sauf que un des problèmes, c'est que l'Italie, la police italienne, force les gens à déposer leurs empreintes. Donc ces personnes sont donc dublinées. Maintenant, il y a un mot qui est rentré dans le vocabulaire courant. Ouais, dubliné, ça veut dire tu dois t'es en procédure Dublin sur ton attestation de demande d'asile. Donc là, on doit demander au pays si cette personne peut aller là-bas et donc peut demander l'asile là-bas. Sauf que c'est complètement con parce que si le pays ne répond pas, on considère que c'est oui. Si c'est, tu vois, il y en a qui ont été déboutés du droit d'asile en Allemagne ou en Suède ou au Danemark ou en Norvège et tout. Et par contre, donc on a refusé leur demande d'asile. Si nous là, la France dit vous êtes dublinés là-bas, qu'ils sont réadmis dans ce pays, on sait qu'ils peuvent se faire expulser dans des pays en guerre. C'est juste et en gros, tu as l'impression que depuis des années avec cette convention Dublin,
c'est juste, on a les migrants qui sont un peu une patate chaude et tous les pays européens se renvoient un peu ces personnes de pays en pays. Et au final, t'en as certains qui ont la chance d'avoir le statut de réfugié, de pouvoir travailler, de pouvoir s'intégrer et tout. Mais t'en as quand même pas mal qui restent sur le carreau. Quand tu vois les morts en mer, quand tu vois... Et... Ah oui, non mais c'est ça, tu vois, nous, les personnes nous racontent ce qui se passe en Libye. Il y a des personnes qui sont quand même emprisonnées, il y a des viols, au niveau des femmes, c'est très compliqué. Et c'est majoritairement des hommes qui font la traversée. Là, on a plus que des hommes sur le collectif parce que les femmes, on arrive à ce que les choses soient accélérées pour elles. Mais la traversée d'une femme, on se rend même pas compte. Puis on se rend même pas compte. Là, je vais pas donner leur vie, leur histoire de vie et tout, parce que c'est de l'ordre de l'intime à chacun. Non, mais voilà, ils vivent des trucs. Ils fuient pas, ils traversent pas dans des conditions de ouf, en étant emprisonnés dans des conditions. En Libye quand même, ils subissent de la torture, ils subissent des choses affreuses. On peut pas dire, ils fuient quelque chose, tu vois, ils fuient la guerre, ils fuient la pauvreté, ils fuient tellement de choses. Et nous, surtout que les personnes réfugiées, demandeurs d'asile représentent un si faible pourcentage des habitants du monde. On ne peut pas se dire non, on peut pas les prendre en charge et tout. Quand tu vois qu'il y a, je ne sais pas combien de logements qui sont vides partout en France, et que non, on dit non, c'est pas possible. Tu as des gens qui ont, je sais pas, 2-3 résidences et tout, et qui les utilisent pas. Et donc, en attendant, t'as des gens qui sont à la rue, même des personnes qui sont, là je vais ailleurs, mais même des personnes qui sont nées en France ou quoi, et qui sont à la rue maintenant. Pour moi, c'est pas normal. Que nous, ce pays qui normalement était précurseur sur les droits de l'humanité, sur des principes fondamentaux, au niveau des droits humains, et qui maintenant ne sont pas respectés. Et je sais pas, faut se faire une rétrospective dans l'histoire, parce que on est quand même, pour beaucoup, nous les Occidentaux, responsables de beaucoup de conflits maintenant, qui se passent en Afrique. Tu vois, toute la colonisation, tout ce qui s'est passé, on est quand même en responsabilité de ça. Et maintenant, alors c'est peut-être pas notre génération ou quoi, mais on doit l'assumer. On doit l'assumer. Et maintenant, on a des personnes qui viennent ici pour demander l'asile. Donc l'asile, c'est pas n'importe quel mot. Ils viennent ici parce que ils ont vécu des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ils viennent ici. Et ici, on les rejette, quoi. Et ils passent des années à errer de pays en pays. Tu rencontres même des gens qui ont leur enfant qui maintenant a 2 ans et demi. Eux, ils ont essayé de demander l'asile en Norvège, en Suède, tout ça. Ils l'ont jamais obtenu. L'enfant est né il y a 2 ans et demi en Suède. Là, après, ils sont partis en Allemagne. Maintenant, ils sont en France. Et en fait, ils se font dégager de pays en pays. Et tu passes ta vie à errer et à être rejeté, sans être considéré comme une personne réelle, quoi. Ça, je trouve ça juste lamentable et oufissime qu'on se comporte ainsi, quoi. Et quand tu vois, je sais pas, c'est pas des numéros de dossier, c'est des personnes. Quand tu vois comment ça se passe, les entretiens préfecture, tout ça, non, on n'a pas le droit d'y assister. Sauf que tu vois le procès verbal, le compte rendu de l'entretien, il n'y a rien qui transparaît. En fait, on n'écoute même pas leur histoire. Il n'y a que quand ils vont à l'OFPRA et tout qu'ils peuvent raconter leur histoire. Mais sinon, avant ça, on les classe dans des catégories et tout. Et on est sur un système administratif en France qui est d'une lenteur. Mais surtout, tu vois, ça fait des années que le système administratif français est décrié parce que c'est d'une lenteur. Mais folle. Et pour l'asile, là, on arrive à des choses mais qui sont juste aberrantes et qui sont en dehors du droit, quoi. C'est pour ça que pas mal de tribunaux administratifs dans différentes préfectures, là, de plus en plus, disent aux préfectures, non, là, vous êtes dans l'illégalité, et tout.
Sauf que au final, il y a plein de recours qui sont faits, de recours, mais le système ne semble pas changer, quoi. Et ça fonctionne pas du tout. Et là, je sais qu'il y a, il va y avoir normalement pour l'an prochain la convention Dublin 4. On ne sait pas du tout comment ça va se passer encore. Est-ce que ça va être durci au niveau de la demande d'asile au niveau européen? On ne sait pas vraiment. Et les pays passent leur temps à se décharger les uns sur les autres. Tu te dis, tu fais un truc européen censé représenter l'union des pays européens. Au final, c'est pas ce qui se passe dans la réalité des choses, quoi. Parce que l'Italie, on renvoie tout le monde, on la submerge de trucs. Ça s'est passé juste avant avec la Grèce, où au final, ils étaient dans des situations, ils pouvaient pas. Ils pouvaient juste pas accueillir. Et sur ce qu'on avait promis au niveau européen, en termes d'accueil, on n'a pas du tout rempli ce qu'on devait. Ah oui, non. Donc c'est officiel. Tu vois, l'Allemagne a quand même. Maintenant, même si l'Allemagne a fermé ses frontières et tout, c'est différent. Tu vois, l'Allemagne, mais ils ont aussi, été dans des démarches d'accueil et tout. Après, t'as des pays qui, moi, là, je rencontre des gens, qui ils ont juste rejeté, mais sans. Tu te dis, mais comment un pays peut avoir rejeté leur demande d'asile? Ils viennent d'Irak, ils ont subi des bombardements, leur corps en porte les traces, ils sont en détresse, tu vois, par exemple, ils sont en détresse psychologique, ils fuient la guerre, tout ça. Au final, on les refuse d'un pays, ils arrivent dans un autre pays européen, on leur dit, non, c'est ce pays qui est responsable de votre asile. Si on les réexpulse dans ce pays va les réexpulser en Irak. Tu te demandes pourquoi, mais surtout que dans la réalité des choses, ça représente pas tant de personnes que ça. Surtout que là, on voit que, là sur le collectif, on voit que les manquements de l'État sont palliés par la solidarité citoyenne, quoi. Normalement, on parle de processus d'intégration et tout, sauf que si ils ont limité à un nombre d'heures de cours de français ou quoi, ou que ils ont même pas le droit tant qu'ils n'ont pas fait leur demande d'asile, comment on peut dire on va permettre l'intégration des gens? À aucun moment on leur donne les moyens de s'intégrer. Toutes les places ou quoi sont de toute manière, tu vois, on continue de parquer les gens dans certains quartiers où on sait que les places et tout, ça va être dans ce quartier-là, tu vas avoir des communautés migrantes et tout, qui sont souvent mises en périphérie des centres-villes. C'est fou, mais on en arrive à, tu vois, à ce qu'il y ait des quartiers qui soient, des quartiers avec certaines cultures, et donc c'est ça. On passe sur un modèle très américanisé des choses et des villes, et ça, je trouve ça problématique, dans le sens où comment on peut espérer après dire on veut permettre l'intégration des gens. Moi, les gars, la première fois que je les ai rencontrés, tu vois, je vois la différence entre l'absence de solidarité qui a été à l'œuvre en centre-ville et ce qui s'est ensuite développé sur les Hauts-de-Rouen. La première fois que j'ai rencontré les gars, ils me disaient que le soir, la nuit, ils se faisaient jeter des projectiles, des bouteilles d'eau, des trucs et tout. Donc c'était en bas du boulevard des Belges par des gens qui rentraient un peu cuits. Ouais, sur le boulevard des Belges. Ah ouais, non mais c'est le soir, la nuit et tout. Et quand on est arrivé là sur les Hauts-de-Rouen, les gens sont venus, ont apporté à manger, apporté des tentes. Ah non mais c'est ouf, quoi. Et les gens sont venus pour les rencontrer, alors que là-bas, à aucun moment, les gens faisaient l'effort au moins d'aller les rencontrer et de discuter avec eux, quoi. Et, tu vois, ça pose aussi question sur nous. Comment on réagit, pour moi, comment pas mal les médias nous mettent des images en tête sur les personnes et tout. Et en plus, ne serait-ce que sur, on est quand même beaucoup sur des amalgames avec ce qui est au niveau du terrorisme, avec la religion musulmane, avec beaucoup de choses. On est sur de la création d'amalgames qui fait que les gens ont peur. Les gens ont peur de l'étranger parce qu'ils ne le connaissent pas. Tu vois, l'islam est associé au terrorisme, alors que, ce sont des choses totalement différentes et qui n'ont rien à voir. Et, nous là, sur la majorité des personnes, ce sont des personnes musulmanes et ce qui est intéressant, tu vois, ce qui se passe ici, c'est qu'on est dans des rencontres de culture
juste ouf. Enfin, tout le monde avec sa culture qui lui est propre. Enfin, et on est vraiment sur des rencontres de culture. Même, enfin, tu vois, il y avait une mère du collectif qui me disait, moi, je suis content de venir tous les jours avec mes enfants ici pour qu'ils voient ce que c'est la solidarité et qu'ils rencontrent d'autres personnes pour que eux, ensuite, plus tard, ils soient aussi ouverts à l'autre et on puisse. Je pense que c'est important dans l'éducation, tu vois, d'aller à la rencontre de l'autre et parce que mais surtout, tant que tu connais pas l'autre te fait peur et t'as toujours peur de ce qui est différent de toi. Et on est quand même dans des rapports, dans une société très individualiste. On a peu d'espace en sociaux. T'as genre trois espaces de vie. T'as l'espace de vie travail, l'espace de vie famille. Et tu es censé avoir un troisième espace qui est ton espace de vie sociale. Donc des lieux où les gens peuvent se rencontrer, qui s'appellent des tiers-lieux, donc un troisième lieu de rencontre et de construction sociale. Et ça, tu vois, il y a certains centres de vie sociale qui existent et tout, mais en France, tu vois, on rame encore pour qu'il y ait ces lieux de rencontre entre personnes, et on est très chacun chez soi. On connaît même plus son voisin, on connaît pas les gens qui nous entourent. On vit dans des villes où tout va vite, on ne se regarde plus, on ne se considère plus. On voit quelqu'un qui fait la manche dans la rue, même pas, on s'arrêterait. Ouais, et tu vois, c'est très drôle, c'est sur aussi pour moi la frontière entre l'espace de vie privée et l'espace de vie publique. Tu vas, si tu fais le pas de regarder quelqu'un dans la rue, tu lui donneras de l'argent. À aucun moment donné, tu l'inviteras à manger chez toi. Enfin, tu vois, t'as vraiment une frontière. On ne peut pas continuer d'être dans ce système capitaliste. Alors là, je te parle vraiment au titre individuel et au-delà du collectif. On ne peut pas continuer d'être dans un système capitaliste où ce sont que les grandes entreprises, les multinationales qui vont diriger le monde. Maintenant, il faut que les citoyens, les gens se regroupent. La prise de conscience, je pense qu'elle arrive de plus en plus. Il y a vraiment plein de gens qui sont un peu dépités sur la jeunesse, sur tout ça, alors que moi je me rends compte, tu vois, déjà pendant le début du mouvement Loi Travail, au niveau de la jeunesse, au niveau des lycéens de 16-17 ans, les discussions que j'ai pu avoir avec eux, sur Nuit debout Paris ou Rouen, qui ont une conscience politique, mais oufissime, mais c'est ouf. Et tu vois, là sur le collectif, ce sont des gens, pour la plupart, qui ne sont pas du tout des militants. On est vraiment 2 militants sur le collectif à la base, mais ce sont des gens qui ne sont pas militants, qui le sont devenus et qui, en fait, par leur action solidaire quotidienne, sont politiques. Pour moi, ce qui se passe dans ce collectif, c'est une action politique pour dire, voilà, nous en tant que citoyens, on vous montre qu'une autre manière de faire est possible, une manière humaine et solidaire. On vous le montre, mais c'est normalement pas à nous de faire ça. Parce que, tu vois, on est que sur du don privé. On n'a pas de subvention. On est totalement en autogestion, le collectif, avec des dons, avec que des bénévoles. Et au final, on arrive à s'organiser, à faire des roulements pour permettre à ces personnes d'avoir, accès à la dignité. Tu vois, c'est juste accès à la dignité, c'est juste oufissime. Pour moi, de se dire que en France, en 2017, on peut priver de dignité des personnes, quoi, et être dans un rapport non humain. Plus j'en parle et plus ça m'énerve, mais ouais, parce qu'en fait, forcément, tu deviens. Moi, les gars, maintenant, beaucoup sont mes amis. Au-delà de ça, et ouais, plus de 2 mois qu'on vit presque ensemble, donc on se voit presque tous les jours et tout, donc forcément, tu noues des liens avec les gens. Et t'es dans une relation très proche, mais tu sais, quand même, pour beaucoup, faire le voyage, ça coûte cher. Beaucoup viennent quand même de familles qui ont les moyens de leur payer le voyage. Donc qui ont pu avoir pour pas mal accès à l'éducation, qui ont fait des études, sauf que dans les faits, pour beaucoup, c'est pas facile. Déjà d'avoir le statut pour eux-mêmes de réfugiés. Une fois qu'ils l'ont, c'est un autre parcours. Le truc, c'est que
dans l'imaginaire collectif, là, on dit ah mais non, mais ils veulent partir en Angleterre et tout. Mais c'est faux. Enfin, tu vois, là, tu vois, s'il y a des cours de français qui sont faits tous les 2 jours ici, c'est parce qu'ils sont tous en demande. Et tu vois, ils sont hyper assidus avec leur cahier, ils sont là 1/4 d'heure avant et tout. Ils veulent vraiment apprendre le français, ils veulent s'intégrer ici. Mais là maintenant, le problème c'est que l'Angleterre, c'est devenu trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Donc là, ceux qui sont là croient sincèrement en la France, croient sincèrement pouvoir être réfugiés ici, et donc ils veulent tout mettre en œuvre pour pouvoir être ici, pour pouvoir être intégrés ici, et parce que tu vois, là sur ce collectif, ils sont accueillis humainement et en tant que personnes, donc oui, ils ont envie de rester ici parce qu'ils ont traversé je sais pas combien de pays d'Europe où ils étaient ouais, c'est ça. Et là quand tu dis là dans les rouages de la politique des conventions avec des pays nord-africains pour empêcher les traversées et tout, moi ça me fait quand même bien flipper, quoi. Tu te dis mais quelle convention on va faire? On va faire des conventions avec des pays où il y a des dictateurs au pouvoir, où les personnes... Pas des fautes. I explain you after, okay? It's a game with some football player with a ball here. Mais je pense que c'est bien là, ce que tu fais de... Enfin, je pense qu'on doit les entendre. Enfin, ils doivent avoir une voix qui est passée sous silence. Enfin, là, enfin, ce qui s'est passé, tu vois, avec Calais, avec La Chapelle et tout, en fait, on invisibilise les gens. On les déshumanise et on les invisibilise dans le sens où ils se réunissent en campement. C'est visible, c'est un problème visible. Qu'est-ce qu'on fait? On les parque à la campagne, dans des trucs loin des villes, pour que ce soit plus visible et que ce soit un problème qui devienne invisible. Sauf que ce sont des personnes qui sont toujours là. Donc, enfin, on ne peut pas effacer les gens et c'est pas en expulsant les Dublinés qu'on va résoudre les choses. Enfin, faut qu'on ouvre des centres d'accueil d'urgence dans d'autres villes en France. Enfin, il faut que d'autres villes comme Paris soient responsables des réfugiés. Après, donc, dans l'idéal, fin octobre, nous, ceux qui sont donc sur liste fermée, auront eu accès à leurs droits ou non, parce que y en a qui peuvent aussi être déboutés du droit d'asile et réexpulsés ou pas. Nous, s'ils n'ont plus d'accès aux droits après les recours et tout, ils peuvent plus faire partie de l'accueil de nuit. Après, on peut pas les abandonner. Enfin, on les abandonnera pas comme ça parce que humainement c'est juste pas possible. Mais nous, sur cet accueil-là, l'accord avec la ville, c'est celui-ci. Et si toutes n'ont pas eu accès à leurs droits, enfin l'avancée de leur rendez-vous ou des accès à leur logement parce qu'ils sont en demande d'asile, là, tu sais, on discute quand même très régulièrement avec la ville. On trouvera, peut-être qu'on refera une autre convention, peut-être que, pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, tu vois, un des premiers gars j'ai rencontré sur le boulevard des Belges, il me disait step by step. Et donc, ils ont aussi une philosophie où ils vont progressivement, pas à pas. Et on voit après étape par étape. Mais c'est long. Enfin, pour nous déjà, ça nous semble long. Mais alors pour eux, enfin, c'est juste oufissime à quel point c'est long et à quel point tu ne sais pas. Tu sais jamais. T'es en précarité. Enfin, c'est oufissime. Mais quand tu peux attendre 1 an pour avoir ta réponse de demandeur d'asile, si t'es pas accepté, t'es expulsé. Donc ça veut dire que pendant 1 an, t'as vécu dans un pays et t'es dégagé in extremis ailleurs. Enfin, il y en a, ils ont passé 2 ans en Suède, 2 ans en Allemagne. Donc c'est quoi comme vie? Enfin, ta vie, c'est une vie d'errance constante à la recherche d'un endroit où tu peux enfin te poser. Enfin, je pense que là, ce qui est fait ici, c'est juste un endroit où ils peuvent se poser
pour quelque temps où ils peuvent avoir un peu d'humanité et voilà, enfin essayer de construire leur vie ici ou ailleurs, mais au moins une étape où ils peuvent se poser, quoi, parce que ils ont ramé. Ouais, et puis de voir qu'il y a encore de l'humanité, quoi. Enfin, tu vois, enfin maintenant je me vois pas partir de cette action-là. Je pense qu'à partir du moment où tu commences là sur le droit des réfugiés, t'arrives pas à arrêter, quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas de choix. Si l'État ne prend pas son devoir en charge, nous humainement, en tant que citoyens, on peut pas laisser les choses se faire comme ça. On peut pas laisser des gens à la rue. Enfin, moi à Rouen, il pleut quand même tout le temps, quoi. Ouais, tu vois, là encore il pleut. Mais après, là, on en a, tu vois, qu'on peut pas accueillir la nuit et tout. Mais ouais, et, tu vois, et tout est saturé. Enfin, il y a pas de place. Il y a 7 à 8 mois d'attente pour avoir accès à un logement. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Il y a des structures qui existent qu'on peut ouvrir pour accueillir ces personnes et qu'on ne fait pas. Enfin, avec l'argument principal qui est évoqué, c'est cet appel d'air. Ouais, non mais ouais, sauf que c'est ce que nous dit la préfecture. Enfin, et c'est ce qu'ils ont dit à la ville de Rouen. Sauf que ce qu'on leur rétorque, c'est si on n'en était pas là aujourd'hui, si on n'avait pas accompagné ces gens et tout, ils seraient toujours, les personnes ne vont pas disparaître comme ça. Il y aurait toujours un campement, même si tu les expulses de lieu en lieu, il y aurait un campement qui aurait grossi et on en serait arrivé à des choses aussi affreuses qu'à Paris. Là, le fait que voilà le collectif se soit monté et soit monté au créneau, accompagné de la ville, je sais pas, tu vois, on peut toujours se demander et si, et si ça s'était pas passé comme ça, où on en serait aujourd'hui avec ces personnes qui de toute manière n'auraient pas eu leur rendez-vous avancé, qui n'auraient pas eu accès à l'hébergement, mais qui seraient toujours à Rouen. Donc où est-ce qu'on en serait? Sur des campements. Donc nous dire ce que vous faites, vous allez créer des appels d'air. Là, depuis 2 mois et demi, les arrivées sur Rouen n'ont pas augmenté. Les arrivées de l'été, comme il s'est passé l'an dernier, parce que c'est plus facile de faire la traversée quand il fait beau, de traverser la mer. Mais ça se passe. On parle de flux migratoire, c'est totalement aberrant de parler. Tu vois, le maire de Grande-Sainte l'a pas mal évoqué sur le fait que c'est un mythe de parler d'appel d'air, de parler de. Ça n'a pas de sens et c'est un discours qui ne tient pas dans la réalité. Parce que les gens sont là, les gens ont traversé. Donc, que tu les accueilles humainement ou pas, ils seront là. Donc on va pas, c'est totalement con de nous rétorquer. Il y a l'appel d'air, non, les gens là, ça fait des années qu'ils traversent dans des conditions ouf. Et encore, tu vois, ceux qui sont là, c'est quand même ceux qui ont eu la chance de survivre. Donc, faut aussi qu'on mette le problème, à la source, de qu'est-ce qu'ils fuient. Qu'est-ce qu'ils fuient, quelles ont été leurs conditions de voyage pour arriver jusque-là. On crée pas, c'est pas en les accueillant humainement et dignement qu'on va faire en sorte que ça va augmenter. C'est cette réponse qu'on nous rétorque, elle est absurde et juste dépourvue d'humanité. Pour moi, c'est juste ça. This is Somalia.
Agala madastina